Adoption d'un décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification et complétant la loi portant code pénal. Le chef de l'État sera autorisé à suspendre les peines de prison. Également dans cette édition, les partis politiques ont-ils un rôle à jouer pour accompagner l'ANIP dans la sensibilisation des populations à vérifier leurs informations sur la liste électorale informatisée provisoire l'EIP? Réponse dans cette édition. Et puis en interactualité, le Mali accuse la France de l'avoir agressé à maintes reprises. Le Premier ministre par intérim du Mali, Abdoulaye Maïga, a confirmé et affirmé également que la décision prise par la France à l'égard du Mali a eu des conséquences dévastatrices sur la situation sécuritaire du pays. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette livraison de l'information sur Speedline Télévision, les travaux de l'atelier de validation du document de stratégie nationale de l'agriculture biologique et écologique ouvert ce vendredi au Palais des Congrès à Cotonou. Les travaux lancés par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se sont déroulés en présence de plusieurs experts. Romaric Goudossa pour le compte rendu. Validation de la stratégie nationale de développement de l'agriculture écologique et biologique. C'est ce qu'a réuni dans cette salle à Cotonou ces acteurs du secteur agricole. Le document final couvrira la période de 2022 à 2030. Nous sommes actuellement confrontés à un certain nombre de contraintes au niveau du secteur agricole, notamment la baisse de la fertilité de nos sols. Nous avons la cherté des coûts des intrants que nous utilisons, notamment les engrais, les pesticides et autres, qui font aujourd'hui que nous sommes obligés de refaire notre agriculture autrement. Nous devons imiter la nature, nous devons changer les pratiques agricoles pour que ces pratiques-là soient les plus respectueuses de l'environnement que possible. Et quand nous sommes dans cette dynamique, ça veut dire que nous sommes en train de promouvoir l'agriculture écologique et l'agriculture biologique. Il y a eu beaucoup d'initiatives dans le pays, mais ces initiatives n'ont pas été coordonnées parce que nous n'avons pas une stratégie. Il est également observé qu'à la suite de nombreuses crises sanitaires au niveau mondial, la confiance des consommateurs a été ébranlée et leurs exigences se sont renforcées. De ce fait, les pouvoirs publics et les acteurs privés se mobilisent pour que la production mise sur le marché réponde à ces exigences. Au Bénin, seulement 18 928 hectares sont consacrés à l'agriculture écologique et biologique, soit 0,06% de la superficie agricole nationale de ces dernières années. Des initiatives sont également en cours dans les sous-secteurs pêche et élevage. Mais comme je viens de le dire, loin d'atteindre les niveaux escomptés. Plusieurs étapes ont ponctué l'élaboration de cette stratégie. En effet, 5 retraites ont été organisées à Boycon et à Grand Popo et ont mobilisé une équipe pluridisciplinaire composée de chercheurs, d'universitaires, de représentants d'ONG spécialisés dans le domaine, des ministères sectoriels, des acteurs mordus de l'agriculture biologique, et j'en passe. Vous constaterez bel et bien avec moi que la formulation de la stratégie soumise à votre examen pour validation a vraiment suivi un processus participatif et inclusif qui me rassure de son appropriation par les acteurs. C'est donc au regard des décisions sur le plan continental, des enjeux économiques et de la volonté politique que le Bénin, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, se dote d'une stratégie pour optimiser la compétitivité de ses produits bio. Le gouvernement béninois a adopté un décret portant transmission à l'Assemblée nationale d'un projet de loi portant modification et complétant la loi portant code pénal.
Le projet vise à conférer au président de la République du Bénin le pouvoir d'ordonner la suspension des peines de mort. Quelques citoyens se prononcent donc sur le sujet. C'est quand même d'abord une bonne chose, mais si ça prend la connotation d'une loi qui serait taillée sur mesure, ce serait grave. C'est autre chose. Ajouter les grades présidentiels existent, mais ça là on ajoute encore, on est en train de corser le pouvoir du chef d'État. Le chef d'État, c'est qu'il devient extrêmement puissant, plus puissant qu'avant. Et désormais, même s'il y a des décisions de justice, quand il décide, ça passe facilement. Ce serait dangereux plus tard. Les gens seront obligés de se soumettre, d'accepter certaines choses contre leur volonté avant de retrouver leur liberté. Ça risque d'avoir un impact. Ça risque d'avoir des conséquences sur la démocratie. Je ne suis pas étonné quand je sais qu'au niveau à l'international aujourd'hui, le président de la République a beaucoup de pression. Ayons le courage de le dire. Il a beaucoup de pression. Il a beaucoup d'étaux qui se serrent contre lui. Et en ce qui concerne les droits de l'homme, en ce qui concerne la liberté d'aller devenir de certains Béninois. Donc aujourd'hui, si cette décision, cette proposition qui a résulté du Conseil des ministres, quand ça va tomber sur la table des parlementaires, pour moi, un observateur averti, je ne serais pas du tout étonné. Dans l'un ou l'autre des cas, quelle que soit la décision, ça peut être celle-là ou d'autres décisions à venir, il faut la décrispation de la vie sociale. Il faut la décrispation du territoire politique. Il faut que les pendules reviennent à l'heure pour que les gens aient la liberté de circuler, d'aller et venir, la liberté d'opinion également. Si c'est dans l'objectif de décrisper un peu les trucs qu'on est en train d'établir ces lois, est-ce que ce serait vraiment à une bonne fin? C'est un peu difficile. C'est un peu difficile pour les détenus. Ils seront obligés de se soumettre, d'accepter certaines choses avant d'avoir le quitus du chef d'État pour sortir. Si la loi, si la sentence a été donnée, la personne est inculpée véritablement. À quoi ça rime finalement de chercher encore une souplesse au niveau de l'autorité suprême de la nation, du chef de l'État pour le faire? Ils ont intérêt à avoir une nostalgie du passé pour voir tout ce qu'ils vont voter. Parce qu'aujourd'hui, c'est le tour des autres. Ça peut se retourner aujourd'hui, après aussi, contre eux aussi. Donc, ils ont l'intérêt vraiment à voir avant de pouvoir voter ces lois. Il va falloir que le président de la République et toute son équipe réfléchissent davantage pour prendre ces lois. Personnellement, j'en suis pas trop d'accord pour cette proposition de loi qui va aller sur la table des honorables députés à l'Assemblée nationale. Mais on verra comment les députés vont réagir par rapport à ça. C'est vrai que la coloration politique actuelle de l'Assemblée, elle est pro-mouvance, elle est pro-talent, qu'on le veuille ou pas. Mais bon, qu'est-ce qu'ils vont dire? On ne sait pas. On attend simplement de voir que... Mais je pense bien que c'est pas politiquement parlant, ça va créer beaucoup de remue-ménage. Ça va créer beaucoup d'instabilité. Il y a beaucoup d'encre et de salive qui vont couler suite à cette décision, s'il arrivait que les honorables députés votent cette loi-là. Et le sujet a été abordé au cours de la séance de ce vendredi 23 septembre 2022 entre le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbwedji et les hommes des médias. La substance de cet entretien dans ce compte-rendu de Romaric Dossa. Pour permettre au gouvernement d'apporter des réponses adaptées aux situations exceptionnelles d'ordre social et humanitaire en vue d'harmoniser et de moderniser les peines prévues par le Code pénal, un projet de loi a été introduit au Parlement afin de compléter le dispositif de la libération anticipée. La réforme proposée vise à conférer au président de la République le pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution des peines de prison. Et ce projet de loi vient en fait pour compléter le dispositif d'aménagement des peines qui existe déjà et qui permettait par le passé, qui permet encore soit de faire une mesure d'amnistie ou une mesure de grâce. Et c'est pour ça qu'il plane toujours une sorte d'épée de Damoclès sur la tête de quiconque bénéficierait de cette mesure, mais une fois hors
de la prison se comporteraient mal ou retomberaient dans les mêmes travers. Et on a dit pour 5 ans maximum, renouvelable une seule fois. Donc, ici, la peine est suspendue. Elle n'est pas effacée. Elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrêterait que lorsque, ayant bénéficié d'une reconduction de cette peine, on dit, après, cela peut produire les effets d'une grâce. En ce moment, donc, on met fin à l'exécution de la peine. Vous voyez que l'exécutif a pris tellement de précautions en élaborant son projet de loi, a pris tellement de précautions justement pour éviter l'éviction. Plus loin dans ses explications, le porte-parole du gouvernement insiste qu'il n'y a aucune émission du chef de l'État dans une procédure judiciaire. Dans le cas d'espèce, la justice fait son travail comme dans tous les autres cas. La peine est prononcée. Elle est devenue définitive. Ça veut dire que quelqu'un qui a été condamné en première instance et qui fait appel, la procédure n'est pas terminée. Si la personne est condamnée en appel et se pourvoit en cassation, la procédure n'est pas terminée. Donc quelqu'un qui même a été condamné en première instance, en appel et qui est en prison, mais qui a élevé un pouvoir en cassation, l'exécutif ne peut pas, même si cette personne le demandait, lui faire bénéficier d'une telle mesure, autrement cela s'analyserait à bon droit comme une éviction dans l'œuvre de la justice. Maintenant, ce qui est dit, c'est que la justice a fini de faire son œuvre. Le justiciable purge sa peine. Il n'y a plus de recours possible. Donc, l'œuvre de la justice s'est arrêtée dès lors que la peine est devenue définitive. Et ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il serait possible, comme c'est déjà le cas actuellement, en matière de grâce, pour le chef de l'État, et il faut le souligner de trait, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Donc ce n'est même pas une prérogative pleine du chef de l'État. Il faut encore que le CSM donne son avis et que cet avis soit favorable à la demande que le justiciable aurait soumise au chef de l'État. Il précise une fois encore que ce mécanisme va juste permettre d'interrompre le cours normal de l'exécution d'une décision pour des raisons d'ordre social et humanitaire. La vérification des informations des citoyens sur la liste électorale informatisée et leur correction constitue une étape cruciale dans le processus électoral en cours au Bénin. Elle confère donc aux citoyens le droit de vote. Que doivent donc faire les partis politiques pour accompagner les autorités dans la sensibilisation des citoyens? Réponse dans ce reportage. Clôturée le 22 septembre dernier, la période d'affichage de la liste électorale informatisée provisoire est prolongée. Elle reprend du 1er au 15 octobre 2022. Cette étape est importante dans le processus électoral en cours et devra se faire sans faille. Ça leur permet non seulement de vérifier s'ils sont vraiment présents sur la liste électorale, maintenant, s'ils sont présents dans quelle localité ou dans quel quartier ils vont voter, dans quel centre ils vont voter. La prolongation de ce délai n'est que bienvenue parce que, vous savez, le Béninois a cette mauvaise habitude de toujours faire les choses au dernier moment. Voilà, donc ça fait qu'au début, depuis qu'on a affiché, l'affluence n'était pas forte. Juste qu'il faut donner encore quelques jours de plus pour permettre aux retardataires d'aller vérifier effectivement s'ils sont présents sur la liste. Et aussi faire aussi des ajustements s'il le faut. Pour ceux qui ont changé de quartier, de ville et tout, profiter de ce délai pour faire leur transfert s'il le faut. Pour cette première phase d'affichage, les partis politiques sont restés pour la grande majorité absents dans la sensibilisation de la population à aller consulter ces informations sans lesquelles pas de droit de vote. Et pourtant,
Adhésion massive, campagne électorale, candidature qui semble être la priorité actuelle de certains partis politiques au Bénin serviront à rien sans des citoyens à même d'exprimer leur droit de vote et cela doit faire sens. Et puis une brève dans cette édition. Samedi dernier, les écureuils du Bénin sont tombés devant la Mauritanie pour le compte de leur premier match amical de trêve internationale. Le seul but de la rencontre a été donc enregistré à la 29e minute grâce à Aboubakar Kamara de la Mauritanie. Une troisième défaite de suite après le Sénégal et le Mozambique. Le 27 prochain, l'équipe nationale du Bénin devra donc rencontrer Madagascar pour ses deuxièmes matchs amicaux. Et ce journal se poursuit. Discours historique et poignant du Mali à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies le samedi dernier devant les chefs d'État et de gouvernement réunis au siège de l'ONU à New York. Le Premier ministre malien par intérim Abdoulaye Maïga a exprimé la position de son pays face aux diverses allégations de ses détracteurs, une allocution dans laquelle il apostrophe ouvertement la France, le secrétaire général de l'ONU et certains dirigeants de la CEDEAO. Je vous propose de suivre les grandes lignes de ce discours dans ce reportage de Kenneth Egawi. C'est un discours aux allures de règlement de compte car prononcé le Premier ministre intérimaire du Mali devant les Nations Unies ce samedi. Abdoulaye Maïga est revenu sur l'affaire des 46 soldats ivoiriens arrêtés et détenus à Bamako. Il n'y a pas de doute, pour le Mali, ce sont des mercenaires. Devant Dieu et en leur âme et conscience, nous demandons à ceux qui refutent notre version d'indiquer s'ils accepteront que les militaires ayant dissimulé leurs identités en mettant sur leurs passeports qu'ils sont peintres, maçons, etc., avec des armes débarquent dans leur aéroport sans que le pays de destination n'ait été au préalable informé et dans le dessein funeste de déstabiliser ce pays. S'ils ne l'acceptent pas en tant qu'État, si cela n'est pas possible à Lisbonne ou ailleurs, le Mali non plus ne l'acceptera pas en tant qu'État et ce ne sera pas non plus possible à Bamako ou dans une autre localité malienne. Oumaro Sissoko Ambalo, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a aussi eu un message du Mali. À en croire le Premier ministre, il met un peu trop de zèle dans l'exercice de ses fonctions et devrait donc revoir sa copie. La dynamique ayant fait la grandeur de la CEDEAO ne doit pas être brisée. Par ailleurs, nous avons pris acte de la menace de sanctions proférées contre le Mali et loin d'être impressionnés par des sanctions, je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations et non des shows médiatiques servant des agendas étrangers. Abdoulaye Maïga n'a non plus loupé les autorités françaises dans son allocution. Lesquelles autorités que le Mali qualifie de junte au service de l'obscurantisme. Obscurantisme de la junte française nostalgique, de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali et mon pays. Obscurantisme de la junte française, qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différences ethniques, en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda, coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens, enfants d'une même famille. Enfin, obscurantisme de la junte française, qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens, tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse, plus d'une 50aine de fois, en apportant des renseignements, des armes, des munitions aux groupes terroristes. Il était aussi question du retour à l'ordre constitutionnel. Pour les militaires, ce ne sera qu'en mars 2024 que les civils reviendront au pouvoir. Avant, il faut des réformes importantes sur lesquelles le gouvernement de transition travaille pour éviter des crises à l'avenir. Sur la question, Abdoulaye Maïga n'a pu s'empêcher d'indexer le président ivoirien Alassane Ouattara. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat
qui ne sera pas possible. Le troisième mandat. Dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Excellence, Monsieur le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Un show oratoire pour le mieux réussi et qui expose clairement la position que compte adopter le Mali désormais vis-à-vis de ses voisins et partenaires. Le peuple malien a décidé de prendre son destin en main, a dit le Premier ministre par intérim, qui, en fin de son propos, s'est fait un peu plus clair. Le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Et puis, hors du Bénin, on parle toujours du discours du Premier ministre par intérim du Mali, Abdoulaye Maïga, qui a accusé la France d'avoir agressé le Mali à maintes reprises. Il a fait savoir lors de son discours à la tribune de l'ONU, selon lui, les décisions prises par la France à l'égard du Mali ont eu des conséquences dévastatrices sur la situation sécuritaire du pays. Le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim du Mali, a violemment critiqué le gouvernement français lors de son discours à la tribune de l'ONU. Selon lui, les décisions prises par la France à l'égard du Mali ont eu des conséquences dévastatrices sur la situation sécuritaire du pays. Le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol, le 10 juin 2021, par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. À la gravité des faits commis par la junte française, le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays. Abdoulaye Maïga s'est voulu rassurant en affirmant que les autorités de la transition malienne n'avaient d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections tout en luttant contre le terrorisme. Que le peuple malien a décidé de prendre son destin en main. Il soutient pleinement le gouvernement dans la refondation du Mali, ainsi que le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé en mars 2024, à l'issue d'élections libres, transparente et crédible. Le Premier ministre par intérim du Mali a insisté sur le fait que toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit, je cite, la plus enviée au monde. Centrafrique à présent, la Cour constitutionnelle s'oppose à Touadéra. Vendredi dernier, la Cour a annulé les décrets visant à créer un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution et supprimer la limite de 2 mandats présidentiels, un revers juridique pour le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Un revers juridique pour le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. La Cour constitutionnelle a annulé vendredi des décrets visant à créer un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. L'opposition avait saisi la Cour pour éviter qu'une nouvelle loi fondamentale n'autorise le chef de l'État à briguer un 3e mandat. Le combat que le barreau mène est celui de garantir l'indépendance de la justice, que les juges puissent rendre leurs décisions au regard uniquement de la loi, sans aucune pression de part et d'autre. En mars, Touadéra avait déjà tenté de supprimer la limite de 2 mandats présidentiels lors d'un dialogue républicain. Mais pour la Cour constitutionnelle, l'initiative d'un référendum de révision de la Constitution ne peut se faire en violation du serment prêté par Touadéra lors de son investiture. Je ne crois pas un seul instant que les autorités publiques puissent prendre le risque d'aller à l'encontre d'une décision de justice. Ce sera confirmer ce que nous sommes en train de dire ici, c'est-à-dire l'anéantissement du pouvoir judiciaire. Une centaine de militants ont manifesté devant la Cour constitutionnelle pour réclamer la démission des juges. Des policiers et des membres de la mission de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique ont été déployés pour assurer la sécurité des magistrats.
En Nairobi, des centaines de militants ont manifesté pour le climat. Ils souhaiteraient que les pays riches respectent leurs engagements en matière de lutte contre le changement climatique sur le continent africain. Images et son. À Nairobi, des centaines de militants ont manifesté pour demander aux pays riches de respecter leurs engagements en matière de lutte contre le changement climatique sur le continent africain. Les manifestants ont réclamé l'aide financière promise qui permettra à l'Afrique de lutter contre les effets dévastateurs du changement climatique sur le continent. Rappelez-vous du rapport du GIEC, 96% des émissions sont émises par les pays du Nord, 4% sont émises par les pays du Sud. À notre niveau de développement en Afrique, nous ne sommes pas capables d'influencer ces émissions de manière significative. C'est pourquoi nous demandons aux pays du Nord de payer pour les pertes et les dommages. L'Afrique est plus vulnérable au changement climatique que toute autre région de la planète. Les températures et les niveaux marins sont en hausse, menaçant la vie et les moyens de subsistance des peuples vivant tant dans les zones arides que dans les régions côtières. Ces désastres et ces épreuves ne se produisent pas seulement au Kenya. Ils se produisent sur tout le continent africain, alors que c'est le continent qui a le moins contribué à la crise climatique, mais qui continue à en faire les frais. Nous demandons donc aux pays responsables de cette crise de ne pas abandonner ces populations à leur sort sur le front, mais de se mobiliser et de tenir leurs engagements en matière de financement du climat. Les voix des pays africains nettement hostiles envers les pays riches prépare le terrain pour des négociations qui s'annoncent tendues lors du sommet mondial sur le climat qui se tiendra en Égypte, à Sharm el-Sheikh, en novembre prochain. En Iran, de nouvelles manifestations ont eu lieu samedi soir pour protester contre la mort d'une jeune femme arrêtée par la police. La répression qui s'est soldée par la mort de 41 personnes et des centaines d'arrestations en 8 jours ne les a pas empêchés. Je suis Mahsa Amini, des mots qui ont résonné hier dans les rues de Paris. Un message de soutien aux manifestants qui, à plusieurs milliers de kilomètres à Téhéran, manifestent pour dire leur soutien à cette jeune femme morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs. Mais c'est pour montrer la haine de la République islamique qui est en fait la haine pour 43 ans. Et donc c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui en Iran, c'est une grande manifestation. Et je peux dire, c'est une révolution qui se passe en Iran aujourd'hui. Des manifestations de soutien qui se sont également déroulées en Suède, où vit une importante communauté iranienne. Pour eux, la mort de Mahsa Amini est un exemple de plus de la tyrannie du régime en place à Téhéran. Nous crions des slogans et nous parlons en espérant atteindre les politiciens en Suède et dans d'autres pays. C'est la seule chose que nous pouvons faire ici. Je suis tellement triste de ne pas pouvoir être avec mes sœurs et mes frères en Iran qui s'opposent à la dictature depuis maintenant plus de 9 jours et qui continuent à se battre. Le mouvement de protestation continue de grandir en Iran. Selon les ONG, plusieurs dizaines de manifestants ont été tués par les forces de l'ordre et des centaines d'autres ont été arrêtés. Les autorités dénoncent un complot de l'Occident et nient toujours toute implication dans la mort de la jeune fille. Vladimir Poutine a signé samedi dernier une loi alourdissant les peines de prison pour les militaires qui désertent ou refusent de combattre en période de mobilisation à l'aube d'une vaste campagne de mobilisation partielle lancée mercredi 21 dernier. Des amendements allant jusqu'à 10 ans de prison pour ces réservistes. Vladivostok, à l'est de la Russie. Ces images diffusées ce samedi par le ministère de la Défense russe montrent l'afflux de réservistes dans les rangs de l'armée. Scène similaire à plus de 8000 km à l'ouest, à Belgorod, toute proche de la frontière avec l'Ukraine. L'état d'esprit est au combat. On m'a appelé, je suis venu. Il est de mon devoir de défendre ma patrie. Sur cette base de la région du Kamchatka, dans l'extrême-orient russe, les conscrits reçoivent les armes avec lesquelles ils s'entraînent dans leur base militaire et se préparent à combattre, de gré ou de force. Mais certains
préfèrent encore s'exiler pour éviter l'enrôlement obligatoire. Un afflux de ressortissants russes est observé en Mongolie, en Turquie ou en Arménie. À la frontière entre la Russie et la Géorgie, une file de véhicules de 10 km de long se forme, selon le site routier russe Yandex Maps. Tous les gens que je connais paniquent. La majorité ne sait pas quoi faire, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas partir. Plus de 70% de la population n'a pas de passeport. En Finlande, qui partage la plus longue frontière de l'Union européenne avec la Russie, les douanes indiquent que les traversées vers le pays nordique ont plus que doublé vendredi par rapport au même jour la semaine passée. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette session d'information sur Speedline Télévision. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Restez fidèles à nos programmes et que Dieu nous garde.